Mesdames et messieurs, bonsoir. Le plateau de la Résistance Abidjan TVNet a l'honneur de recevoir ce soir M. Bernard Oudin, conseiller du président Laurent Gbagbo. Il est aussi le représentant Europe Amérique du ministre Kone Katina, qui est le porte-parole du président. M. Bernard Oudin, bonsoir. Comment allez-vous? Madame. Très bien. Okay. Je vous remercie de votre invitation. Ok, alors nous allons très rapidement aborder l'actualité du jour que vous savez, c'est l'élection de M. François Hollande en qualité de président de la République française. Avant de passer aux premières questions, est-ce que vous avez des nouvelles de notre président de la Haye depuis l'élection de M. François Hollande, disons depuis la défaite de Sarkozy? Que vous avez des nouvelles? Je n'ai pas eu directement le président depuis le 6, mais je peux vous dire que j'étais avec lui la semaine précédente. Nous avons bien entendu évoqué l'élection et nous étions entre les deux tours, donc nous étions dans ce que je pourrais appeler la chronique d'une défaite annoncée. Et je lui avais d'ailleurs affirmé qu'il n'y avait plus beaucoup d'espoir pour Sarkozy. Le président, qui est un grand démocrate, me disait une élection n'est pas finie tant qu'elle n'a pas été entièrement jouée. Mais considérant la situation exacte des uns et des autres en France et l'histoire des élections en France, ça me paraissait hautement improbable que M. Sarkozy puisse remonter l'écart. Et comme en France on ne joue pas comme à Korogo dans certaines circonstances, il y avait très peu de chances qu'il puisse, sur le plan strictement technique, arriver à remonter son handicap, ce qui a été le cas puisque M. Hollande est président de la République et entrera en fonction demain matin. Ok. Alors, M. Oudin, comment vous qualifiez ce vote-là qui a vu, disons, comment pouvez-vous qualifier ce vote qui a permis l'élection de M. Hollande? Je comprends bien que les Ivoiriens en particulier, l'ensemble des Africains en général, qui sont soucieux de la souveraineté et qui ont vu les conditions dans lesquelles l'Afrique a été traitée pendant le mandat de M. Sarkozy, puissent se réjouir et penser que c'est une bonne chose que M. Sarkozy quitte le pouvoir. Mais je ramènerai ça aussi à une situation franco-française. Il est évident que pour beaucoup de Français, c'est pas l'Afrique qui a joué le plus dans l'élection, c'est la situation intérieure de la France. M. Sarkozy a détérioré les comptes nationaux, a fait tout un tas de promesses qui n'ont pas été tenues, et si on s'en tient à la sociologie générale de la population française, M. Sarkozy, s'il avait eu un mandat normal sur le plan français, quoi qu'il ait pu arriver en Afrique, je pense qu'il serait encore président de la République aujourd'hui. Ça veut dire que M. Sarkozy a très largement déçu une grande majorité de la population laborieuse française, puisque si on fait une analyse sectorielle du vote pour M. Hollande, on s'aperçoit qu'au-delà du 52-48, en gros, nous avons des disparités très fortes au profit de M. Hollande dans les catégories de population qui sont les forces vives du pays. Les jeunes, les gens de 25 à 35 ans, les ouvriers, les cadres intermédiaires et même les professions libérales qui ont voté largement pour la première fois pour ce candidat de gauche. Donc c'est toute la structure de la société française qui a été touchée par la façon dont la France a été gérée par M. Sarkozy dans ces 5 années. Et je connais beaucoup de gens de droite ou de centre-droit qui ont voté M. Hollande pour que M. Sarkozy ne puisse pas exercer un deuxième mandat. Donc ça c'est très important pour la suite des événements en France et pour la compréhension que les uns et les autres doivent avoir de la position que pourrait avoir la France, par exemple, vis-à-vis de l'Afrique. Le mandat qui a été donné à M. Hollande, c'est d'abord de finir avec les années Sarkozy, et notre travail à nous, ça va être de démontrer aux uns et aux autres, en particulier à M. Hollande et à ses équipes, qu'une partie de la méthodologie, si je puis dire, de M. Sarkozy, qui a été sanctionnée par les Français, c'est aussi appliquée sur l'Afrique, qui pour la grande majorité des Français n'est pas le sujet principal. Mais on se rend bien compte, d'ailleurs à la mobilisation des populations d'origine africaine pour le vote cette fois-ci, il y a eu des grands mouvements comme celui géré par Mme Beyala, à qui j'en rends hommage parce qu'elle a fait un très gros effort de mobilisation des populations africaines en général, pour ce vote, de montrer qu'il y a eu une incidence aussi
sur le vote français de toutes ces relations que M. Sarkozy a entretenues avec l'Afrique, en particulier l'Afrique subsaharienne. Ok. Alors nous voyons là une volonté vraiment manifeste de part et d'autre du côté de la France et du côté de l'Afrique d'en finir avec Sarkozy, de changement. Est-ce qu'on peut dire que ce changement-là sera effectif parce que le slogan du président français, de M. Hollande, est changement c'est maintenant. Changement c'est maintenant, il parle de prise de conscience, il dit que il a employé des mots forts comme par exemple justice, réparation, redressement, tout ça. Est-ce que on peut dire que effectivement ce changement se fera dès lors que dans le premier au début de la crise post-électorale, il avait eu quand même des propos qui n'étaient pas très tendres avec notre président. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, en général, vous savez, quand on sort d'une campagne électorale, il y a un homme politique français connu qui s'appelait M. Pasqua, qui avait avec sa faconde personnelle, l'habitude de dire que les promesses électorales n'engageaient que ceux qui les écoutent. Mais je pense que cette fois-ci, les actes posés pendant la campagne par M. Hollande lui imposent, s'il veut ne pas demain décevoir les Français comme ils ont été déçus en 2007, après 2007 par M. Sarkozy, M. Hollande a une ardente obligation, si je puis dire, de réaliser au moins l'essentiel de ce qu'il a dit, à la fois dans les postures et dans les actes posés ou apposés. Donc la prise de pouvoir a lieu demain, la passation de pouvoir a lieu demain. Donnons quitus à M. Hollande de sa volonté de réformer, de sa volonté de changer les choses, et en particulier sur l'Afrique. Alors, moi, je serais très prudent quant à l'analyse de ce qu'a pu dire M. Hollande en tant que secrétaire du Parti Socialiste à une époque, ou en tant que candidat, ou en tant que membre de la famille socialiste, à certaines périodes de la crise ivoirienne. J'ai toujours pensé, et j'en suis de plus en plus persuadé, que c'est les gens qui étaient au pouvoir qui détenaient toute l'information. L'information de M. Hollande était largement liée à l'information diffusée par les médias. Et je pense qu'aujourd'hui, M. Hollande va découvrir, au poste où il est, avec l'accès au secret défense, au cap diplomatique, etc., à la réalité des choses dans la relation franco-africaine en général et de la situation ivoirienne depuis quelques années en particulier. Et j'en tiens déjà pour un exemple, la prise de position de M. Kofi Yamian le dimanche 6 mai, à l'heure où M. Hollande a été déclaré élu. Il était reçu sur Africa 24 et dans une vidéo qui est visible aujourd'hui sur Internet dans le monde entier, M. Yamian a une question sur la Côte d'Ivoire. On lui disait « Mais les socialistes ont supporté la position de M. Sarkozy ». Il a répondu non. Il dit « C'est le gouvernement français qui a agi. Nous avons vu les choses se passer. On avait cru comprendre, et M. Yamian dit moi-même, en tant que M. Kofi Yamian, j'avais pensé que les deux parties ivoiriennes avaient demandé l'arbitrage des Nations Unies et qu'il fallait aller au bout du processus démocratique. Et il dit, on s'aperçoit aujourd'hui que ce n'était pas tout à fait cela. Rendez-vous compte de la révolution copernicienne que ça représente, c'est-à-dire que les socialistes vont être confrontés à la réalité des choses telles que nous-mêmes le disions depuis des années et des mois depuis la fin de la crise post-électorale, malheureusement le 11 avril de l'an dernier. Donc là, nous entrons dans une phase où il ne faut pas voir les choses à travers le prisme déformé et déformant d'actes ou de déclarations antérieures qui ont pu être faites dans des conditions que l'on connaît aujourd'hui, mais plutôt de s'atteler à rétablir le lien entre la France et la Côte d'Ivoire, et en particulier, ce lien doit respecter la vérité historique. Et ça, c'est un travail à faire dans la continuité, dans le respect des uns et des autres, et parce que la vérité, à un moment ou à un autre, elle éclate. C'est évident. Donc, c'est à nous, en particulier, d'être tout à fait ouverts pour faire comprendre aux nouvelles autorités françaises quelle est la réalité et quel est aussi aujourd'hui l'intérêt de la France. Parce que la Côte d'Ivoire de M. Ouattara aujourd'hui n'est pas une Côte d'Ivoire qui peut satisfaire les intérêts des uns et des autres, même les intérêts économiques français. Les grands groupes français en Côte d'Ivoire aujourd'hui doivent regretter largement la période de M. Gbagbo, du président Gbagbo. Tout à fait. Hein? Donc alors, voilà où nous en sommes aujourd'hui, donc pas d'anathème, pas de retour en arrière, une analyse claire des choses,
et la volonté d'agir et d'aller de l'avant avec les nouvelles autorités. Ok. Ben, ça, c'est du côté c'est de notre côté, du côté de la Côte d'Ivoire, donc du côté français. Est-ce que, comme par rapport à ce que vous dites, cela veut dire que l'accord, par exemple, quand on prend l'accord de défense, d'ailleurs, c'est le seul intérêt de Ouattara. Quand il est revenu de France, il n'a pas eu à parler d'autre chose que de l'accord de défense dont ils ont parlé. Est-ce que cet accord-là est effectif? Parce que je crois, nous avons cru savoir que ça devrait être confirmé par le Sénat, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Il y a une ratification, comme dans tous les grands accords comme ça, qui doit être dans le cadre de la politique française, qui doit être celui qu'on appelle la ratification parlementaire. Mais au-delà de ça, dans l'accord lui-même, et il avait bien été précisé à l'origine, et j'en avais eu un écho par le ministre de la Défense du gouvernement Sarkozy, c'est que c'est un accord de défense de la Côte d'Ivoire par rapport à une attaque extérieure. Il n'était pas prévu d'un accord d'intervention dans une affaire ivoiro-ivoirienne. Le problème de la Côte d'Ivoire est une affaire ivoiro-ivoirienne, au fond. C'est aux Ivoiriens eux-mêmes de régler leurs problèmes. Si demain, il y a un problème en Côte d'Ivoire, il ne sera qu'ivoiro-ivoirien. Donc, les accords de défense français ne sont pas, si je comprends bien l'esprit et la lettre de ces accords, ne sont pas ce n'est pas entre guillemets une sécurité sociale de M. Ouattara de faire ce qu'il veut dans son précaré avec la protection militaire de la France. Donc nous avons espoir qu'avec l'arrivée de M. Hollande, effectivement, il n'y aura plus ces sévices, ces exactions, ces bafouements du droit de l'homme, ce non-respect du droit de l'homme. On ne verra plus ça et que la démocratie, par la grâce de Dieu, la démocratie va être véritablement appliquée. Et écoutez, d'abord, M. Hollande, je pense qu'il n'a pas, entre guillemets, si je donne une expression un peu triviale, la gâchette facile comme M. Sarkozy. Sincère. Deuxièmement, il a posé dans sa campagne un certain nombre de propositions qui sont toutes dans le sens de faire en sorte que la France ne soit pas un sous-gendarme du monde derrière les Américains. La position de l'Afghanistan va évoluer et je pense que dès la semaine prochaine, le président Hollande va aux États-Unis à la réunion de l'OTAN pour préciser les conditions de retrait de l'armée française dans des délais plus courts que ceux annoncés à l'origine. La position aussi sur les bases militaires françaises à l'étranger, en particulier en Afrique, va être révisée. Donc là aussi, il y aura des modifications. Et je pense que ce n'est pas dans la philosophie personnelle de M. Hollande de vouloir régler à la canonnière, à la façon du 19e siècle, des problèmes qui sont des problèmes d'abord internes aux nations qui sont aujourd'hui indépendantes. Le problème de la Côte d'Ivoire en 2010 était un problème de contentieux électoral. Le règlement de ce contentieux devait être ivoiro-ivoirien. Le président Gbagbo, en maintes occasions dans la période, a été dire il faut qu'on règle ça entre nous. Il a même été dire à la télévision en direct si on recompte et que j'ai perdu, je me retire. On oublie ça aussi. Le président Gbagbo est un homme de droit, un homme de justice, de paix. Il n'était pas un homme qui a voulu se maintenir par la force des armes en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ça du tout. Sinon, il serait qu'un petit tyran comme certains autres tyrans qu'on a pu connaître en Afrique et qui se maintenaient. Le président, c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas fui à la fin, qu'il a été arrêté et qu'il a aujourd'hui sa légitimité. Parce qu'il n'a pas fui. Oui, tout à fait. Monsieur Oudin, si éventuellement, comme vous venez de le dire, la France revisait les positions de son armée au niveau de l'Afrique, si éventuellement les forces françaises étaient retirées, est-ce que l'ONU pourrait jouer un rôle véritablement partiel, puisque l'ONU est là et on sait très bien le rôle qu'a joué l'ONU? Comment cela va se passer? Le problème de l'ONU, il faut le voir à l'aune de toutes les opérations que l'ONU a pu mener dans le monde depuis qu'elle existe. Et il y a un certain nombre d'opérations qui nous posent problème pour l'avenir de l'ONUCI en Côte d'Ivoire. Je vous citerai deux exemples. Chypre,
qui a un lien avec la Côte d'Ivoire, puisque c'était le ministre des Affaires étrangères ivoirien qui présidait le Conseil de sécurité le jour où le Conseil de sécurité a voté l'envoi de casques bleus à Chypre. C'était il y a un demi-siècle. Les casques bleus sont toujours à Chypre. Deuxième exemple plus proche de la Côte d'Ivoire, c'est le Congo démocratique aujourd'hui, ex-Zaïre. Oui. La MONUC, c'est le dernier nom, je crois, le dernier avatar des Nations Unies en République du Congo, ça a été dès le départ avec la sécession katangaise de M. Tchombé, une première intervention militaire musclée de l'ONU, et en diverses occasions jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours des forces de l'ONU en République du Congo. Il y a actuellement plus de 20 000 hommes. Et il faut savoir que dans la même période, il y a eu 5 millions de morts dans la région, c'est-à-dire l'équivalent de l'Holocauste de la Deuxième Guerre mondiale pour les populations d'origine juive. Donc, on se rend compte que l'ONU en lui-même n'est pas nécessairement la solution et qu'elle se maintient des fois dans des conditions qui sont exorbitantes de l'intérêt général. Il faut espérer qu'en Côte d'Ivoire, dans un délai le plus court possible, cette grosse machine qui s'est installée et qui a sa propre économie, les gens qui sont à Abidjan et qui sont membres de l'ONUCI, au-delà des militaires, il y a à peu près 1000-2000 civils qui sont dans différentes administrations, qui sont payés en dollars à New York sans payer d'impôts, qui sont dans des villas ou dans des beaux hôtels, qui ont des grosses voitures. Ils sont payés sur le compte, sur le compte sur la caisse de la Côte d'Ivoire. Non, c'est la caisse de l'ONU où la Côte d'Ivoire, et d'ailleurs la Côte d'Ivoire est contributrice, parce que tous les membres de l'ONU payent une dîme en fonction de leur capacité contributive au budget des Nations Unies. D'ailleurs, à ce niveau-là, le premier contributeur, ce sont les États-Unis, et ce sont généralement eux qui sont très en retard dans le paiement de leurs cotisations, et qui se servent des Nations Unies comme d'un bras armé. Ça, c'est une deuxième question subsidiaire. Mais donc, pour revenir au problème de l'ONUCI, c'est qu'on a d'un côté toute une machine qui s'auto-alimente, et puis de l'autre, une évolution dans le pays à laquelle il faut, à un moment donné, savoir mettre fin. Et dans cette opération, rappelons-nous que l'ICORN est la force d'intervention rapide de l'ONUCI. Donc, la sortie de l'ONUCI, c'est la sortie de l'ICORN. Okay. Alors maintenant, c'est bien pour ça que M. Ouattara a voulu créer un accord de défense, parce que si il n'y avait pas eu ce nouvel accord de défense, l'ONUCI quittant la Côte d'Ivoire, la France quittait la Côte d'Ivoire. Okay. Donc avec ce nouvel accord, ça permet à M. Ouattara de maintenir sur la base de Port-Boué une toute petite équipe de l'armée française qui est estimée dans la base des accords, je crois, à 300 personnes. Alors que le PIMA était une force d'environ 1000 à 1200 personnes. Monsieur Ben, le FPI a fait son conclave il y a quelques jours, quelques semaines. Maintenant, avec le changement d'autorité en France, avec le changement du locataire de l'Élysée, quel conseil, sinon quelle orientation, oui, quel conseil pourriez-vous donner à l'ONU, au FPI, pour la suite de la lutte qu'il est en train de mener? Moi, je suis représentant du président, je suis conseiller du président. Je ne suis pas un des dirigeants du FPI et il ne me revient pas de dire au FPI de faire ceci ou cela. Nous travaillons en bon entendement avec le FPI, qui est la force politique principale de la Côte d'Ivoire et qui est une force politique créée par le président Gbagbo et qui a été bien organisée et qui aujourd'hui, dans la difficulté que connaît le pays, reste sans doute la force politique la mieux organisée, la plus puissante en termes de militants et qui est le fer de lance de la sauvegarde de la démocratie dans ce pays. J'ai été avec le président le samedi 28 avril. Le lendemain, il y avait la convention. Sans rentrer dans les détails avec ce qu'on a pu se dire avec le président, je crois que le communiqué final de la convention est en parfaite conformité avec la vision que le président a de la façon qu'il a de voir travailler le FPI. Donc aujourd'hui, en particulier sous la gestion du secrétaire général Laurent Hakoun, nous avons un FPI qui est en ordre de bataille, et quand je dis en ordre de bataille, c'est un ordre de bataille politique,
Hein, parce que le combat du FPI est un combat politique. On assiste régulièrement à Abidjan à des montées d'adrénaline. Il y a un complot ici, il y a un tentative de coup d'État, il faut enfermer les gens là, il faut renforcer la sécurité ici. Il y en a assisté à des milices pro-Gbagbo à la frontière de ceci, ça. Il n'y a pas de milices pro-Gbagbo. Il peut y avoir des gens qui sont exaspérés par la situation qu'il leur est faite, en particulier dans l'Ouest, où il s'est passé des choses terribles, et qui veulent défendre leur terre. Mais ces gens-là finissent dans le désespoir à faire des actions violentes. Mais en aucun cas, le président Gbagbo ne veut revenir au pouvoir par la violence. C'est le combat démocratique, c'est l'organisation. Et à travers ça, le FPI est le vecteur principal du retour au pouvoir des forces démocratiques telles qu'elles ont été conçues pour la Côte d'Ivoire par le président Gbagbo. Oui, et je sais qu'il réussira, il est en voie parce que aujourd'hui nous avons vu les informations du secrétaire général Laurent Lancourt qui était dans le Nord. Ça a été une mobilisation totale et normalement c'est le début d'une démocratie civilisée, une vraie démocratie qui devrait maintenant commencer. Monsieur Ouden, je devrais être en compagnie d'un de mes panels, Monsieur Lo. Est-ce qu'il est entré? Ok. Monsieur Lo, est-ce que tu es entré? Parce qu'il a eu quelques petits soucis pour entrer en ligne. Ok, alors nous allons poursuivre. Nous avons vu l'épouse de Ouattara qui a voté, qui est allée donner son vote au président Sarkozy. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Qu'est-ce que cela justifie pour l'épouse d'un chef d'État, d'un pays qui va... Comment vous pouvez expliquer cela? Sur le problème du droit simple, Madame Dominique Ouattara, elle de nationalité française, elle a le droit d'exercer sur le territoire français légitimement sa capacité de voter puisqu'elle est inscrite sans doute sur les listes électorales en France. Maintenant, par rapport à 46 ou 47 millions d'électeurs en France, c'est pas la voix de Monsieur Ouattara, de Madame Ouattara, qui va faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Je pense que dans la période actuelle, où elle est l'épouse d'un monsieur qui a été installé dans les conditions que l'on sait à la présidence à Abidjan, qui elle-même joue un rôle qui est difficile à définir de façon très plaisante. Je pense qu'il aurait été tout à son honneur d'éviter le mélange des genres. Je pense que c'est un acte de conscience personnelle qu'elle aurait dû avoir. Sur le plan du droit, il est effectif qu'elle a le droit de voter en France. Ça peut pas lui être retiré. Mais d'un autre côté, elle aurait dû penser à la symbolique de l'acte et que dans les circonstances actuelles, sachant que c'est pas sa voix qui allait faire basculer d'un côté à l'autre, à moins qu'elle soit dans une panique totale, elle aurait dû s'abstenir. Et je pense d'ailleurs que M. Ouattara, qui est arrivé à Paris une semaine avant le vote en France, en oubliant que le 1er mai, il aurait pu recevoir les syndicats à Abidjan, comme le faisait le président Gbagbo régulièrement, et j'assistais moi-même en tant que conseiller à ces réunions qui étaient des rencontres de la nation laborieuse avec les autorités exécutives. M. Ouattara, depuis qu'il est président, n'a commis aucun acte de ce niveau-là pour se rapprocher des centrales syndicales, d'aller vers les demandes des travailleurs, dans une période où la Côte d'Ivoire souffre terriblement, où les licenciements sont réguliers tous les jours, et où la situation économique se dégrade. M. Ouattara a préféré faire une visite privée à Paris qui s'est étalée sur plusieurs jours et qui s'est finie de façon, à mon avis, un peu douteuse, le lundi 7 mai sur le perron de l'Élysée avec le président sortant. Oui, est-ce que c'est pas là une fuite en avant puisque M. Ouattara, avec ses promesses fleuves qu'il avait faites, il n'avait rien à dire aux travailleurs. Donc, on peut pas considérer ça comme une fuite, comme il en a l'habitude. Écoutez, la campagne électorale de M. Ouattara, c'était ado solution. Moi, je disais toujours pendant cette campagne, c'est ado problème. Je pense que la réalité des événements me font pencher sur que j'avais sans doute raison en disant ado problème et je n'étais pas le seul. Et aujourd'hui, l'attitude qu'a M. Ouattara dans la gestion de la Côte d'Ivoire fait en sorte que même au-delà des frontières nationales, il représente déjà un problème. Ok. Nous avons appris que M. Ouattara et son épouse et son équipe seraient déjà en lobbying auprès du nouveau pouvoir français.
Alors, est-ce que de notre côté, parce que dès que la crise, dès les premières heures de la crise, il nous a été reproché de n'avoir pas eu suffisamment de moyens de communication ou bien de réseaux de communication. Monsieur Oudin, est-ce que là-dessus, vous pouvez nous rassurer que cette fois-ci, les choses sont prises en main? Je peux vous dire, c'est que l'action politique, la vraie action politique, les vrais actes pour avancer dans certains domaines où il y a beaucoup de sensibilité, pour rester dans les mots les plus simples, c'est une, je dirais, ce sont des actes qui n'aiment pas le bruit. Donc, tout ce qu'on peut dire, comme on dirait à Abidjan, on ne dort pas. D'accord, d'accord. Par contre, il faut bien savoir que M. Ouattara est officiellement, on peut mettre des guillemets qu'on veut, est officiellement le président de la Côte d'Ivoire dans les conditions que l'on sait. Et qu'il y aura automatiquement dans la période à venir des relations d'État à État. Mais certains premiers signes avant-coureurs, si je puis dire, me font penser que M. Ouattara va être obligé d'agir avec la France dans des conditions qui passent celles dans lesquelles il agissait avec son ami Sarkozy. On n'est plus du tout dans le même rapport, entre guillemets, d'amitié, j'allais dire de complicité. Voilà. M. Ouattara va devoir exprimer vis-à-vis des autorités françaises sa capacité à gérer normalement le pays, à y laisser la démocratie se développer. Et comme vous parliez de M. Hakoun, il était dans le Nord, j'ai parlé avec lui cet après-midi, il m'a exposé un peu cette visite dans le Nord, où effectivement, il a commencé à réanimer la flamme, mais il a même été attaqué dans certaines villes, comme à Bouna, par des bandes armées, et il a dû son salut à l'intervention des casques bleus ghanéens qui étaient dans la commune. Donc ce genre de choses est inadmissible dans une société et dans une démocratie apaisée. Et au-delà même de la relation avec la France, c'est la relation générale, en particulier aussi avec l'ONUCI, parce que l'ONUCI est toujours en Côte d'Ivoire, on le sait, mais elle a aussi des instances qui rapportent, et le successeur de M. Choi n'est pas aussi aveugle que M. Choi dans sa vision de la réalité quotidienne de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, je reste poli. L'ONUCI, face aux journalistes à qui il était en train de donner des cours de formation, a révélé que le DDR est un échec. Hein, le programme du DDR qu'a mis en place Ouattara est un échec et que les ex-combattants qui devaient être mobilisés sont plutôt démobilisés. Donc nous sommes dans une situation générale d'insécurité notoire que l'ONUCI reconnaît sur Ouattara qui n'en voit pas l'intérêt. Tout à l'heure vous parliez de complicité, de rapport de complicité. Les prêts massifs accordés à la Côte d'Ivoire sous Sarkozy et qui portent la garantie de Sarkozy. Est-ce que vous pensez que le président Hollande pourra accepter de se porter garant auprès des institutions financières comme l'a fait Sarkozy? Quand on parle de prêts massifs, de garanties, etc., il y a des règles de travail entre les États, etc. La France a un certain nombre de moyens pour aider les pays en voie de développement ou les pays avec lesquels elle entretient des rapports particuliers, et c'est sans doute le cas de beaucoup de pays africains. Il y a des subventions qui sont par nature non remboursables, il y a des prêts, il y a des prêts avec différents éléments de conditionnalité pour libérer les fonds, et ce qu'a fait la France entre avril 2011 et aujourd'hui, c'est d'accorder des prêts sous des chapitres d'urgence pour l'école, la santé et le déploiement de l'administration. Je sais que même à ce niveau-là, les autorités françaises ont lancé des audits sur la réalité de l'utilisation de ces fonds. Parce qu'il y a eu une distorsion entre le montant des prêts et la réalité de réalisation sur le terrain. Donc une partie de ces fonds s'est déjà évaporée dans des conditions qui restent à définir. Et c'est bien dans la méthode de gestion qu'on avait connue de 90 à 93 avec M. Ouattara,
Et donc là, comme on dit en Afrique, en Côte d'Ivoire, le chien ne change pas la façon de s'asseoir, et on se rend compte aujourd'hui que M. Ouattara retombe dans les mêmes errances que celles qu'il avait réalisées dans ces années où il était Premier ministre sous le président Houphouët-Boigny. Mais ce sont des prêts qui vont venir gréver à nouveau la dette ivoirienne. Alors que le président Gbagbo était rentré dans le cercle vertueux du PPTE en obtenant le point de décision qu'il faisait rentrer à obtenir rapidement le point d'achèvement. Aujourd'hui, on nous reparle de point d'achèvement, mais à la fois les conditionnalités d'environnement géopolitique, social, etc., et économique ne peuvent pas permettre au FMI d'accorder le point d'achèvement comme ça. C'est hors la vue de la réalité. Et si cela a été fait, ça serait dans des conditions très scabreuses, et je ne pense pas que le conseil d'administration du FMI se laisse aller à des libéralités particulières avec M. Ouattara, vu les conditions que connaît la Côte d'Ivoire sur tous les plans. Donc, demain, si la Côte d'Ivoire a besoin de fonds, elle va retourner voir le ministère des Finances à Paris, qui vont demander un certain nombre de, non pas de garanties, mais déjà de dire qu'est-ce que vous avez fait des fonds précédents. Des justificatifs. Monsieur le président Gbagbo n'a pratiquement pas eu un crédit de la France de 2000 à 2010, et le budget de l'État a doublé. Les fonctionnaires ont été payés jusqu'en mars 2011. J'en fais partie. Donc il faut bien se rendre compte que la gestion de la dette publique entre le président Gbagbo et la gestion aujourd'hui, mais c'est normal, quand vous voyez des gens, sans citer beaucoup de noms, mais comme M. Ahmed Bakayoko et quelques autres, qui sont à la tête du pays et de façon comme un groupe, j'allais dire un gang, vous ne pouvez pas avoir une gestion de la dette publique qui soit bien organisée. Il y a en Côte d'Ivoire des fonctionnaires formidables, à la direction du Trésor, aux impôts, j'en connais partout. L'administration ivoirienne, on peut en être très fier, mais ces gens-là ne peuvent rien contre la volonté politique de détourner des fonds. Bien sûr. Et cette volonté politique, elle existe parce que c'est la nature même des gens qui sont actuellement au pouvoir. Et là, on nous parle du programme national de développement de 12 000 milliards de 2012 à 2015. Est-ce que cela est possible à réaliser? Dans les vu que l'université qui le voulait construire chaque année, il vient de faire envoyer 5 600 étudiants. Vraiment, je ne sais pas. Est-ce que cela est possible? Madame, pendant toute la campagne électorale, on nous a parlé de 10 000 milliards. La France a installé M. Ouattara, et M. Ouattara, la première chose qu'il a fait, c'est demander de l'argent. Donc ces 10 000 milliards, ils sont ouf. Et c'est aujourd'hui qu'il va nous dire, je vais le faire de tel jour à tel jour. Vous savez, à une époque, il y avait chez le barbier une histoire qu'on racontait, chez le coiffeur, il est marqué « Demain, on rase gratis ». Alors le gars, il voit ça le jour, il dit « Je vais venir demain ». Le lendemain, il se pointe, il dit « Je viens me faire couper les cheveux et raser, mais sans payer ». Alors le gars, il lui montre la fichette, il dit « Non, c'est demain qu'on rase gratis ». Voilà, et en Côte d'Ivoire, M. Ouattara nous fait ça. Il nous raconte qu'il y aura 10 000 milliards tous les matins. J'ai travaillé à la dette publique ivoirienne dans les années 70. J'étais au ministère des Finances quand Bédier était ministre des Finances, et Ouattara, jeune cadre à la Banque centrale voltaïque d'ailleurs. La dette publique, ça se gère pas en balançant des milliards en l'air. Il y a des règles de travail, il y a des fonds à collecter, c'est le travail des impôts, des douanes, et après il y a des budgets à établir, il y a des dépenses à ordonnancer et à justifier, etc. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, on est dans une phase d'appropriation de la richesse nationale par un petit groupe. Le budget, par exemple, on a décrié pendant toute la campagne électorale le budget de souveraineté du président Gbagbo en disant c'est 100 milliards, c'est une folie. Le budget de M. Ouattara aujourd'hui, il est de 450 milliards. Ah. Il a multiplié par 4,5, alors qu'il disait que le président Gbagbo avait doublé. Oui, il a multiplié par 4,5 et personne ne dit rien. Enfin, personne ne dit rien. Dans les gens qui même si les gens disaient quelque chose qui est... Non, mais je parle pas des Ivoiriens. Je parle en Europe, aux États-Unis, le FMI, la Banque mondiale. Et je ne crois pas que ce soit des choses qui soient de nature à favoriser le point d'achèvement. Ben oui. Mais surtout, oui. ça va lui tomber dessus parce que, heureusement, c'est pour cela que nous nous réjouissons de l'arrivée de M. Hollande,
Parce que au moins les choses sérieuses vont se faire et les enquêtes les fouilles vont se faire et puis bon, on va un temps soit peu aller vers la réalité, n'est-ce pas? Monsieur Audin, rapidement, est-ce que un point très important, le 18 juin, c'est bientôt. Alors, vos commentaires dessus. Est-ce qu'on peut être rassuré? D'abord, le 18 juin, j'entends parler de ci, de là, qu'il y a le procès du président. Oui, c'est de ça que je parle. Le 18 juin, ce n'est pas le procès du président. Le 18 juin, c'est une audience dans le cadre de la procédure interne de la CPI qui s'appelle l'audience de confirmation des charges. C'est une étape très importante. Donc, on peut comprendre que là, aucune charge n'est contre lui, donc il est inculpé, il est accusé de quoi? Pourquoi il est là-bas? Il n'y a aucune charge contre lui. Non, il a reçu un mandat de dépôt qu'il a transféré de Korogo à La Haye, et le lundi 5 décembre 2011, tout le monde se souvient de cette première audition, qui était l'audition d'identité. Monsieur le président Gbagbo a décliné son nom, etc. Et la présidente de la Cour lui a demandé s'il fallait qu'on lui lise les charges. Il a dit non, ce n'est pas la peine. Donc il y a quelques charges qui sont, disons, d'être collatéralement responsables de violence, de viol, d'assassinat, etc. Maintenant, après-demain, le procureur Ocampo, qui a investigué à charge de son côté et en secret, va divulguer l'ensemble des charges qu'il veut voir appliquées au cas du président Gbagbo. Et le 18 juin, il y aura une audience pour justement valider ou invalider. C'est-à-dire que l'audience du 18 juin elle peut être très importante dans la mesure où si on ne peut pas confirmer les charges, le président Gbagbo est libre. Dans le cadre de la procédure CPI. Il y a eu un exemple très récent, et d'ailleurs, peut-être un signe du destin, c'est le jour où j'ai rendu pour la première fois visite au président le 20 décembre, un Rwandais qui avait été livré par la France alors qu'il était parti en exil, la France l'a livré à la CPI, M. Kalis Mabushiremana. La Cour pénale s'est dégagée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas confirmé les charges, et le lendemain, M. Mabushiremana a quitté la prison de La Haye, libre. Et c'est ce qui va se passer pour notre président, ça je suis sûr. Moi, je ne suis pas là pour faire des pronostics ou faire des suppositions, etc. Moi, je suis là pour faire en sorte que le président puisse être défendu dans les meilleures conditions, que l'on puisse apporter le maximum de preuves. Et à cet égard, j'étais moi-même aux États-Unis récemment, j'ai visité des personnes au Congrès, que ce soit à la Chambre des représentants ou au Sénat, où on a parlé de ces choses-là, et on a parlé aussi de toutes les charges qui pèsent de façon très lourde sur les gens qui sont actuellement en poste à Abidjan. On peut parler de Douékoué comme d'un symbole, mais il y a eu beaucoup de Douékoué en Côte d'Ivoire, et il y a encore aujourd'hui à des échelles plus petites, mais une insécurité et d'une violation quasi quotidienne des droits de l'homme dans ce pays, sous le régime de M. Ouattara. Et dans une période où, soi-disant, il n'y a plus de conflit. Donc c'est encore plus grave. Parce que dans une période de conflit, il y a des dégâts collatéraux, malheureusement. Je rappelle souvent que pendant la Deuxième Guerre mondiale, en particulier, on prend simplement un jour comme le 6 juin 1944 pour le débarquement en Normandie. Les Américains et les Anglais ont bombardé la côte normande pour faciliter le débarquement. Dans cette nuit-là, plus de 5000 civils français sont morts. Et on n'a pas mis les officiers généraux américains ou anglais dans une cour pénale internationale. Mais on les a considérés comme les libérateurs de la France. Donc il faut être très conscient qu'une situation de guerre engendre des dégâts collatéraux. Et c'est pour ça que M. Gbagbo est un tenant de la démocratie et qu'il refuse, en général, la guerre. Et là, la guerre lui a été imposée. C'est pas la même chose. Ok. Très bien, nous arrivons à peu près au terme de notre entretien, juste un court entretien compte tenu de vos obligations, de vos charges. Vous avez fait appel concernant le train de la liberté. Est-ce que ce train-là sera vraiment sur les rails? Écoutez, c'est une question difficile parce que, et là aussi, c'est l'occasion pour les Ivoiriens de la diaspora et les Africains en général de prendre conscience des réalités.
les initiateurs, et j'en parle d'autant plus facilement que je n'étais pas à l'initiative de ce train. Je suis pour que les Ivoiriens se déplacent en masse par tous les moyens à La Haye dans la période du 18 juin pour marquer une solidarité avec le président et marquer que malgré la situation difficile, plus d'un an et demi après, la flamme continue à brûler pour l'intérêt de la démocratie et de la liberté en Côte d'Ivoire. Mais ça veut dire qu'on souhaite que des milliers de gens viennent. Le train peut contenir 1150 personnes. Donc, à côté du train, il y a d'autres moyens pour arriver de toute l'Europe, en particulier de la France, où il y a le plus grand contingent disponible d'Ivoiriens prêts à monter à La Haye, et qu'on peut faire des cars et d'autres choses, même à la limite 2 trains, si on pouvait. Et puis là, les organisations entre elles se sont un petit peu chamaillées, je peux rester poli. Et aujourd'hui, il y a une situation très précaire où les gens ne se sont pas inscrits ni d'un côté ni de l'autre, et où il va être très difficile de faire admettre à la SNCF de maintenir le projet du train. On se bat encore en espérant qu'on va trouver une solution, mais là, je déplore, c'est surtout le manque de coordination et le manque d'union et de respect des uns des autres. Et puis je dirais aussi, et ça j'ai toujours été clair, et quand j'étais à la présidence, je l'avais même une fois dit au président, les Ivoiriens feront un grand pas en avant quand ils oublieront le « je gagne quoi » dans ça. Et malheureusement, dans ces opérations-là, il y a toujours des gens qui imaginent que 1 euro par-ci, 1 euro par-là, sur une quantité de personnes, ça peut leur faire un petit gombo. C'est insoutenable, c'est impardonnable, et ils sont responsables devant l'histoire si jamais on n'arrive pas à mobiliser suffisamment les gens. C'est vraiment déplorable compte tenu de tout ce qu'ils font comme mobilisation. Si un temps soit peu, ils s'attendaient. Et tous ils sont d'accord que notre président Laurent Gbagbo les invite à l'union. Mais je crois que c'est un mot qui est difficile pour eux à retenir et c'est ça qui fait un peu le pic dans la je veux dire que comme vous dites, la coordination ou l'entente entre les uns et les autres, c'est un peu comme le président Houphouët-Boigny disait à propos de la paix. Ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Un comportement. C'est un comportement. Donc il faut que les gens comprennent ça. Et qu'ils se rappellent une chose, ils sont ivoiriens, et la discipline de la devise de la Côte d'Ivoire, c'est union, discipline, travail. Et ça marche pas toujours. S'ils reprenaient les 3, à mon avis, on pourrait faire 2, 3 ou 4 trains. Tout à fait. Je suis d'avis avec vous. Donc il faut commencer par ça. Alors, entre les grandes envolées de manches, les défenses du président par-ci et par-là, à un moment, il faut agir. Il faut que les gens se mettent d'accord. Et voilà. Donc là, je crois que les Ivoiriens sont peut-être en train de... Parce que l'idée du train, ça a aussi un aspect psychologique très fort. Imaginez ce long ruban aux couleurs de la Côte d'Ivoire qui va circuler entre Paris et la Hollande, à travers le nord de la France, la Belgique, le sud de la Hollande, et qui peut être médiatisé. Je donnais un jour l'expression à quelqu'un, c'est le virus qu'on introduit dans l'ordinateur des Occidentaux, et qui vient jusqu'à La Haye pour dire arrêtez ça. Tout à fait. Mais c'est une belle idée. D'ailleurs, je le dis d'autant plus facilement, je le répète, que je n'étais pas à l'initiative. J'ai accepté de participer à un clip pour lancer l'idée, à la demande des organisateurs, c'était ma contribution, mais je n'avais pas organisé ça et je ne m'étais pas introduit dans la gestion de l'organisation de cette opération qui était à la charge de gens qui ont eu le courage physique, intellectuel, financier de lancer ça. Ok. Voilà, Monsieur Oudin, nous arrivons au terme de notre rencontre, de notre petit entretien. Quel est votre mot de fin par rapport à tout ce qui s'est dit, par rapport à la situation politique? On avait beaucoup de choses à dire concernant la CEDEAO, mais je crois qu'aujourd'hui, notre regard est plutôt porté sur l'arrivée de M. Hollande, avec ce qui pourrait se passer, ce qu'on attend demain de son discours d'intronisation, sinon son discours de comment on appelle ça, de passation de service. D'investiture, voilà, merci. Alors, votre mot de fin et vos conseils à cette résistance que vous n'arrêtez pas de soutenir, parce que on vous voit souvent aux côtés de tous ces groupes, vous allez par-ci, vous allez faire des conférences. Quel est votre mot de fin?
J'ai pas un mot de fin parce que nous on va pas s'arrêter puisque Ah, le mot de la fin c'est le président Gbagbo qui l'a dit la première fois à la haie. Il a dit nous irons jusqu'au bout. Oui. C'est là-dessus que les uns et les autres. Et ce qu'il faut aussi, c'est que M. Hollande, très rapidement, dans le cadre de ses nouvelles fonctions, où on lui souhaite la plus grande réussite, c'est qu'un jour, il fasse comme les femmes du marché d'Abobo, et qu'ils disent, sans savoir, on lui expliquera ce que ça veut dire, bien sûr, Babo Kachisa. Voilà. On va expliquer ça à M. Hollande, et que s'il arrive à le dire lui-même, on sera allé jusqu'au bout. Je crois qu'il va le dire, puisqu'il parle de changement, il parle de réparation, donc je pense qu'on n'est pas loin de cela. Alors, encore une fois, merci beaucoup, M. Oudin. Nous apprécions beaucoup ce temps que vous nous avez accordé et nous vous souhaitons beaucoup de courage pour tout ce que vous faites pour votre pays, la Côte d'Ivoire. Nous vous disons à très très bientôt, après le 18 juin, parce que j'ai foi que ce jour-là, notre président sera libre et il va retourner aux affaires. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et à bientôt. Merci encore. Okay. Merci madame, à bientôt et merci à tout le monde. Okay. Au revoir. J'ai du respect pour toi, n'a rien à voir avec j'ai peur de toi, tu n'es pas Dieu. Hey mon cher, patron, je sais que je suis toujours derrière toi, j'ai du respect pour toi. Je ne sais pas pourquoi tu veux te prendre pour mon roi. Tu sais qu'on est tous de pareil pourtant, oui comme les deux oreilles. Mais c'est toi toujours debout qui veut me tenir en dessous. Ma tête n'est pas ton tabouret. Légumes est devenu poisson en sauce. Si tu as mangé la tête, c'est banal.